On est dans la cuisine. On savait que dans la cuisine, le père et Suzanne se seraient lancés, sous l'œil impavide d'Henri, dans l'une de ces joutes verbales qui les rassemblaient en de semblables circonstances autour du sempiternel et cuisant sujet de l'avenir de l'agriculture. Le père prophétisait l'inévitable agonie, Suzanne prônait l'adaptation, l'innovation, l'invention. Elle soufflait dans l'air chaud la fumée de ses gauloises sans filtre, tandis qu'il s'affairait à rouler ses cigarettes, il disait ses pipes de tabac gris. Henri comptait les points, ébloui toujours par sa Suzanne, vaillante et tenace, que ne rebutaient pas les convictions abruptes du père et sa prédilection infaillible pour le pire. Bien que mariés depuis 9 ans, Suzanne et Henri étaient encore tout l'un à l'autre, comme suspendus dans le bleu des débuts. C'étaient des prévenances sans fin, des attentions infimes et multipliées, des chéris et des minous réitérés, des mains légères posées sur la nuque, un bras nu, un genou. C'était une auréole de douceur partagée qui les nimbait sans mièvrerie et dont chacun autour d'eux devait s'arranger entre émerveillement, irritation et envie. Le père leur faisait face, le coude gauche planté sur la table pas encore desservie, dos arrondi, jambes droites jetées croisées sur la gauche dont le bout du pied, chaussé d'une sandale souple en toile beige, reposé sur le carrelage, tressaillant toujours, ignorant le repos des assis qui savent ne plus penser à rien et se remplir le corps sans se mêler de la marche du monde. L'inquiétude du père se nourrissait de tout, des convulsions de la politique agricole commune ou d'un orage qui gâcherait le foin coupé, d'un hangar à construire ou d'un vélage qui s'annonçait mal chez l'Étoile, une vache jeune qui n'en était pourtant qu'à son 3e veau. Les bêtes devenaient de plus en plus fragiles. À certaines périodes, le vétérinaire d'Allanche était là des 2 à 3 fois par semaine, un type d'aplomb qui aurait ressuscité les morts, mais qui savait compter les déplacements et les piqûres, les sachets de granulés et les potions magiques. C'était normal, mais ça faisait gros à la fin quand il fallait payer la facture. Le pied du père battait la mesure sous la table. Il ne se plaignait pas. Il avait ce métier dans le sang depuis tout petit, n'aurait rien voulu faire d'autre, on ne l'avait ni poussé ni tiré. La question n'avait pas vraiment été posée. Même si la tante Jeanne, la sœur de son père, qui avait eu entre les 2 guerres son brevet d'institutrice et avait enseigné d'abord chez les curés, chez les religieuses, mais le père disait chez les curés, à Aurillac, et ensuite dans une famille à Saint-Germain-en-Laye, avant de revenir chez son frère aux alentours de la 50aine pour y mourir d'un cancer du poumon et ne s'était pas mariée. Même si cette tante Jeanne, donc, avait dû y penser quand il avait attrapé 7 ans, y penser et le dire qu'il faudrait le tenir un peu dans les écoles et le pousser dans les études s'il apprenait bien, s'il avait la tête à ça. Il ne l'avait pas eu. Il avait été happé, il était tombé dans le chaudron, il n'avait voulu que la vache et ce métier dont il savait tout comme de naissance. Mais, et c'était là ce dont il aimait à parler avec Suzanne, qui l'écoutait, s'intéressait, bataillait, les choses avaient pris une tournure inattendue, à laquelle personne autour de lui n'aurait pu penser ou ne semblait avoir pensé dans sa jeunesse, à la fin des années 50, quand il s'était lancé, avait quitté la grande ferme que louait son père dans le Pays bas pour acheter la sienne dans le Pays haut et se mettre à la fabrication du fromage, le Saint-Nectaire.
La mince saga du père et de la mère se tenait là, dans cette lutte qu'il avait fallu soutenir année après année pour vivre et tout payer, rembourser les crédits et investir dans des équipements modernes, un système de grilles et de plans inclinés pour recueillir et évacuer le fumier à l'étable, ou une fosse à purin, ou un tracteur neuf. Toujours, il fallait suivre la cadence, rester dans la course. À la banque, au crédit, il disait qu'il fallait avoir un taux d'investissement proportionnel. On ne comprenait pas exactement à quoi le taux d'investissement devait être proportionnel. Il devait s'arranger de ça et du reste. Or, et le père, les mains immobiles, le buste raide, d'expliquer ce que Suzanne savait déjà, mais ne se lassait pas d'entendre et de ruminer. Or, très vite on l'avait senti, et comment faire, comment s'arrêter quand on est lancé à fond très vite, on avait à peine 30 ans, on l'avait senti donc et su que l'on ne pourrait plus vivre comme avaient vécu les parents et les parents des parents et tant d'autres avant eux. Le vent des villes soufflait, le monde était vaste autour et se mettait à exister dans la télévision, dans le journal, mais aussi dans les papiers de la banque et les règlements, les normes, les primes, les charges. On finissait, on était les derniers. On était à la ferme, on est à Paris. Où Claire, qui est née à la ferme, étudie. Elle étudie dans sa chambre et parfois il faut sortir de la chambre. Il fallait toutefois en sortir à intervalles réguliers pour la redoutable épreuve des achats en librairie. Un tel afflux de livres, rassemblés au même endroit, éventuellement sur plusieurs étages, la privait de tout discernement. C'était trop de tout et tout à la fois d'un seul coup. Les livres qu'elle n'avait pas lus, ceux qu'elle ne lirait jamais, et ceux, perfides d'entre tous, qu'elle aurait dû avoir déjà lus auparavant, dans les lointaines années de sa première vie, tous les livres étaient là, en bataillons réglementaires, en régiments assermentés, offerts et refusés, gardés par des créatures minces et bien vêtues, qui faisaient à l'entrée des rayons barrage de leur corps polissé et dont la carnation distinguée semblait emprunter à la matière même des ouvrages les plus précieux. Claire, sitôt franchi le seuil fatidique, se défaisait, se liquéfiait, lamentable et démontée. Elle balbutiait des références inaudibles que la créature préposée daignait écouter, laquelle créature se révélait infaillible, élucidait le galimatia, et sans honorer la suppliante d'un regard, désignait d'un geste le livre quémandé, qui reposait là, juste là, devant vous, devant elle, là, en pile, sur la table des œuvres au programme. Les livres coûtaient cher, et elle en achetait le moins possible, se limitant aux manuels fondamentaux et aux textes de littérature française, latine ou grecque. Elle empruntait en bibliothèque les ouvrages de glose auxquels elle n'entendait le plus souvent à peu près rien, en dépit de ses lectures opiniâtres, crayon en main, en dépit des fiches hérissées de citations qu'elle tournait, retournait, triturait, malaxait. Elle s'obstinait, têtue, et les formules exégétiques résistaient, abstruses. Elle ne s'ouvrait pas, ne lâchait rien, ne lâcherait rien de leur suc, de leur fine ambroisie. Elle pensait à d'autres formules que ressassait le père. C'était pas du rôti pour elle. Elle était le crapaud monté sur un pot de sucre, tandis que les vrais étudiants, les légitimes, s'ébattaient à l'envi dans les grasses prairies de la pensée comme des rats dans une tourte. C'était front à front, ça durait, elle avait mal au ventre, elle avait sommeil, elle s'endormait sur Barthes. Barthes surtout la terrassait. À la fin, elle rendait les armes et le livre ou la revue.
Parfois, elle photocopiait l'article de la revue, tant elle redoutait de s'égarer pour une consultation ultérieure, pour une prochaine confrontation, dans le subtil dédale des numéros, des années, des semestres, des trimestres, des livraisons. Les fiches et les photocopies feraient corps étrangers et reposeraient entre elles, classées dans le tiroir de son bureau, celui du bas, le troisième, qu'elle avait fini par leur réserver, répugnante à les mélanger avec les textes eux-mêmes et les notes de cours consignées sur des copies grand format à petits carreaux qu'elle saturait d'une graphie invraisemblable, et les dictionnaires compatissants, et les pointilleuses grammaires, et les cahiers de traduction, brouillons souples, dociles, accommodants, propices au recommencement, et frappés en leur verso, comme à l'école primaire, de l'immuable table de multiplication. Elle tenait en suspicion ce troisième tiroir concédé aux articles, elle n'aimait pas l'effleurer du regard, comme si, en vertu d'un principe actif de capillarité maligne, son contenu eût menacé de contaminer les textes et les manuels qui, devenus à leur tour hostiles, se fussent refusés à ses constantes avances. Et j'achève avec un autre moment de la vie de la même Claire, qui a donc étudié et embrassé la carrière de professeur et reçoit son père à Paris. Son père est son neveu. En début de soirée, tandis que Claire s'affairait en cuisine et que l'enfant aimait à s'attarder au bain, le père s'entêtait à déplorer que sa fille vécût sans télévision. Il peinait à le concevoir, et la chose était à ses yeux, au même titre que le refus de faire des enfants, d'avoir une voiture ou de suivre la religion, un indice majeur, surtout pour une femme, de singularité, si ce n'est de marginalité, voire de rébellion fondamentale. Il s'en étonnait chaque année, feignant de découvrir cette dissidence caractérisée, prenant le garçon à témoin et souffrant à l'approche du journal télévisé d'une sensation de vacuité qui confinait à la crise de manque. Sur les conseils avisés de son neveu, Claire l'installait aux heures périlleuses devant l'écran de l'ordinateur et un documentaire où des hommes et des femmes qui n'étaient plus tout à fait jeunes, mains posées sur la toile cirée à côté de la boîte à sucre rectangulaire et du verre de café, dos tourné à la cuisinière trapue, à son tuyau annelé, à l'évier blanc, disaient entre deux morceaux de silence la vie qu'ils s'étaient faite dans leur ferme du bout du monde, en Ardèche, en Lozère ou en Haute-Loire, et l'avenir qu'ils peinaient à s'inventer. Le père en demeurait quoi, saisi, interdit de se voir là, de se reconnaître sur cet ordinateur, dans ce documentaire, puisque sa fille employait ce mot, qui n'était pas comme un film, qui était comme la vie, comme sa vie, celle qu'il avait menée, qu'il menait encore, à 500 kilomètres de là, et dont il n'avait pas imaginé qu'elle pût faire l'objet d'une sorte d'émission de télé. D'ailleurs, ce documentaire était aussi passé à la télé, Claire l'assurait, ajoutant qu'elle était allée le voir plusieurs fois au cinéma et qu'elle l'avait acheté dès sa sortie en DVD. Perplexe, vaguement égaré entre grand et petit écran, film et documentaire, renonçant bientôt à comprendre les arguties de son imprévisible fille, il opinait et répétait dans sa gorge, à l'intention de l'enfant surgi, debout à son côté, campé dans son odeur de propre et son pyjama en pilou écossais, la nuque encore humide, c'est nous, on est comme ça, c'est nous. C'est que j'ai oublié mon bouquin. Mais je peux résumer. Je vais pas lire. Bon. Ah ben, ça pleut de tous côtés. Je vous remercie. Oui, ça m'aiderait bien.
Mais je crois me rappeler que je prétendais lire quelques Je crois que je l'ai noté. mots. Voilà, lui. 50 pages répète, 76 Fellini. Si vous... Oh ben, J'ai c'est pas retrouvé, en alphabétique, donc ce serait bien le diable si je ne m'y retrouvais pas. Alors c'est un hommage à nos brillants voisins italiens. Alors, Francesca Isidori en particulier, c'est un petit article qui est consacré à Federico Fellini. Alors la division du travail intellectuel assigne la hauteur, l'abstraction, la sapiens à des gens issus des positions élevées du monde social. Les philosophes qui tiennent le fait de l'expression se recrutent plutôt dans les fractions aisées, cultivées, citadines de la population. Ils ne savent à peu près rien par la force des choses, des conditions d'existence, des façons d'agir et de penser du restant. Dans le cas contraire, leurs travaux ne présenteraient pas ces allures qui font douter le profane d'avoir jamais rien compris ni au monde, ni à soi. À l'opposé, le genre le plus répandu depuis 2 siècles, qui est le roman, parle si près du langage ordinaire qu'il fait à peu près double emploi avec lui, et pour des raisons contraires, court le même risque de ne pas nous aider, de ne servir à rien donc. Il se peut que l'histoire particulière du pays, la forte empreinte laissée par l'ancien régime dans les institutions, les usages, le langage, ait contribué à figer cet écart. Il nous paraîtrait peut-être naturel de ne reconnaître le monde effectivement éprouvé que diffracté sous ces 2 espèces séparées, hautaines, épurées, ou alors trop proches, convenues, si d'autres traditions nationales issues d'histoires différentes ne brouillaient pas la donne. La division internationale du travail s'esquisse dès la fin du Moyen-Âge et tente à assigner à chaque contrée une spécialité, un point d'efficience maximale, comme disent les économistes. La précoce et forte centralisation politique, l'absolutisme monarchique en France, oblige les sujets à bien réfléchir avant d'agir. L'État et l'individu sont les 2 faces, objectives et subjectives, d'un même processus. La civilisation des mœurs, l'autocontrôle et la conscience de soi deviennent une seconde nature dont l'expression élaborée passe par la littérature. Rien de tel en Italie, en Allemagne, qui resteront longtemps des survivances moyenâgeuses, des mosaïques de principautés, de marches, de duchés, dont les petites cours cherchent, dans leur rivalité de prestige, à attirer les artistes. Si le talent musical est uniformément réparti partout, il n'y a d'explication que politique à son extraordinaire floraison en Allemagne, comme à la splendeur architecturale, au génie plastique de l'Italie. Le compromis passé outre-Manche entre l'aristocratie et la bourgeoisie et l'expropriation de la petite paysannerie indépendante explique que les conditions de l'échange généralisé soient réalisées au Royaume-Uni dès la fin du XVIIIe siècle et qu'il devienne le berceau du capitalisme. Quant à l'Espagne, pour parcourir le cercle du voisinage, elle semble frappée de congestion par l'afflux des métaux précieux en provenance du Nouveau Monde et tombe dans une léthargie traversée des frissons sacrés de l'extase religieuse avec l'Inquisition, les flagellants de Salamanque, l'Opus Dei. La profondeur est allemande. L'esprit, du moins le sens de la répartie, français. Au jour du jugement, il y aura certainement un Français pour lâcher une plaisanterie, a dit un Anglais. Les Anglais ont poussé très loin la maîtrise de soi et l'understatement. On attend plutôt d'un Italien des gestes excessifs, irréfléchis, des œuvres d'art, au nombre desquelles figure en bonne place sa propre personne. Stendhal confie au lieutenant Robert, au début de la Chartreuse de Parme, son émerveillement lorsque, toquant à la porte du palais d'El Dongo à Milan avec son billet de logement, il reste frappé de stupeur par la beauté surnaturelle de la marquise. Fellini est italien. Sa personne, un concentré des tendances et des traits dont l'histoire de son pays a pourvu à des degrés variables chacun de ses habitants. Hypersensible et tourmenté, démonstratif, calculateur, ouvert, attentif, retors, tyrannique et compatissant, tragique et drôle, le tout bien sûr à l'excès, artiste et, de son propre aveu, moins cinéaste que peintre. Il ne tourne pas des films, il fait des tableaux. Il m'est arrivé de regretter, c'est un Français qui parle, comme dans Tartuffe un scélérat, qui n'ait pas consacré la belle parcelle du génie national qui lui était départi à écrire. Je sais bien que tel n'est pas le mode d'expression de nos brillants voisins italiens. Mais comme Bergman, il a noirci du papier, donné des interviews qui font regretter à des amateurs de littérature qu'ils soient restés fidèles aux traditions locales, alors qu'on sait bien pourtant que c'est ainsi qu'il serait Fellini. J'ai vu trop tôt la Strada, plus tard Roma, dont le caractère chaotique reflète l'histoire de l'Italie depuis la chute de la ville,
le chaos ininterrompu dont l'avant-dernier gouvernement, celui de Berlusconi, a donné encore une image convaincante. Je ne sais plus où j'ai lu les pages dans lesquelles Fellini évoque Rimini et qui remontent au milieu des années 60. Je les ai retrouvées ultérieurement, réunies en volume avec d'autres articles. Je ne me rappelais plus les anecdotes, les phrases, mais je me souvenais du grand déplacement d'air qui soulevait et brassait des couches sédimentées d'existence, la pénétration quasi philosophique alliée à la riche, la savoureuse substance de la vie. Plus tard encore, je ne serais pas surpris du tout d'apprendre que sous les dehors de l'improvisation anarchique, dans une précipitation qui touche à la panique et qui l'exagère à plaisir, Fellini a pris soin chaque matin, sa vie durant, de consigner ses rêves, de peindre les visions tirées de son inconscient qui alimentent à l'évidence ses films. Donc, il est question de Rimini, une petite ville sur l'Adriatique, comme il y en a en France et ailleurs en Europe. Seulement, Fellini, d'une main qui semble n'y pas toucher, révèle sous la surface terne, pesante de la vie de province, des courants impétueux, des profondeurs peuplées de miracles et de monstres, des paysages perdus, exilés dans l'enfance et les rêves, des trésors d'intelligence et de sagesse. Les gens, les femmes par exemple, débordent largement les contours minces, évanescents, où nous les enfermons. Je l'ai découvert un jour que je faisais visiter Paris à 2 amies allemandes par leurs yeux. Elles s'arrêtent net sur un boulevard, se retournent du même mouvement quand je n'y ai vu que du feu, sur une évaporée que nous venons de croiser, et l'une des deux dit à l'autre tout bas à une echte Pariserine, une authentique Parisienne. C'est donc ça, ai-je pensé, en regardant la Pimbèche s'éloigner. Oui, mais elle était fine, d'une élégance achevée, quoiqu'à peine marquée, l'air indépendant et comme indifférente avec ça à l'effet qu'elle produisait. Il y a par exemple à Rimini les religieuses des hôpitaux qui vous font des piqûres sans vous réveiller, comme les sicaires de César Borgia, et que vous voyez de dos s'éloigner dans l'obscurité. La Gradisca, une prostituée dont le passage soulève, alors je cite Fellini, des désirs ardents, appétit, faim, envie de lait. Mais pourquoi chercher si loin? La grand-mère de Fellini, Franzkeina, ressemblait à la compagne de Toro Assi. Alors je cite, elle avait un profil de squaw. Au milieu d'une toile d'araignée de rides blanches sur un visage cuit par le soleil, 2 petits yeux blancs brillants vous perçaient. Elle avait toujours à la main un jonc avec lequel elle faisait faire aux hommes, c'est-à-dire les salariés agricoles, des bons de dessins animés. L'apparition d'Anita Ekberg fait voler Federico en morceaux. Il doit la reconstituer pièce par pièce. Je cite, « Je reconnaissais la peau humaine. Voici ses gencives. » Elle avait une santé de squale. Fellini aimait faire le clown. Sa secrétaire raconte qu'elle le conduit quelque part dans sa Fiat 500. Rome, bien sûr, est embouteillée. Fellini l'oblige, avec des menaces terribles, des supplications humiliantes, à emprunter un couloir réservé, puis d'un ton suave. Donne-toi l'air important, ressemblons à un autobus. Le monde entier est une scène, on le sait depuis Shakespeare. C'est aussi un cirque, Fellini. Moravia est un Auguste qui voulait être un clown blanc. Pasolini, un clown blanc du type gracieux et pédant. Picasso, un Auguste triomphal, insolent, effronté, sans complexe, qui sait faire de tout. À la fin, c'est lui qui gagne sur le clown blanc. Freud, c'est un clown blanc. Jung, un Auguste. Et Fellini précisait, ce jeu est tellement vrai que si vous avez devant vous un clown blanc, vous êtes porté à faire l'Auguste, et inversement. Picasso revient en rêve. Quelqu'un nage devant Fellini, au large de Rimini, alors je cite, dans les vagues vertes et livides, sous un ciel sombre, orageux. Sa tête pelée affleure. Tout à coup, il se retourne. C'est Picasso. Il fait signe à Federico de le suivre plus loin, à l'endroit où ils trouveront sûrement du poisson excellent. Là, je reprends. On n'a pas ça. Le comique est simplement frivole ou pesant pour avoir été disjoint sous l'absolutisme à l'époque classique du tragique qui, par le jeu du contraste, lui confère sa légèreté, son ivresse, sa force libératrice. Et le tragique le serait moins empesé, hiératique, ennuyeux, s'il atteignait un reflet du détachement, de l'ironie souveraine dont l'esprit est capable et qui sont l'esprit même, son intuition suprême, la nihilité, dit déjà Montaigne, qui est très drôle aussi, de l'humaine condition. Nous concevons mal ou pas du tout qu'une seule et même voix profère 2 sortes tout à fait distinctes de discours,
Quel détail, par exemple, avec une convoitise ingénue, l'aventurieux fessier des paysannes romagnoles et, pleine de compassion, les phrases du pauvre Égoat, armé jusqu'aux dents, en uniforme d'Arditi, rampant dans les rues somnolentes de Rimini, qu'il voit peuplées de Tonini, de Bosch. Et puis il coupe un jour l'oreille à un touriste allemand. On l'emporte, écumant, garrotté à l'asile de fous. En sautant sur la pointe des pieds, dit Fellini, nous pûmes le regarder un instant à travers la vitre poussiéreuse de l'ambulance. Oui, mais un peu plus loin, à propos de clown encore, et comme en passant, le nom de Hegel, qu'on n'attendait pas du tout, vient préciser les dimensions philosophiques, les fondements sociaux de la farce. Je cite, « Les Augustes sont une image sous-prolétarienne digne d'une cour des miracles. Les sous-alimentés, les estropiés, le rebut de la société, le clown blanc, c'est un bourgeois. » Fellini ne pouvait qu'être italien. L'Italien engendre par millions des Fellini. L'un d'entre eux, parfois, attrape d'une main négligente ou distraite un pinceau, l'échappe ou le garde, et nous, Français, collémentés, pincés, coincés, nous voudrions qu'il ait écrit au lieu de peindre, et alors il ne serait pas ce qu'il fut pour nous, pour le monde entier. Alors je vais vous lire quatre petits tableaux de séisme qui sont pas dans l'ordre en fait. Enfin, ils se suivent dans le livre, mais ils sont interrompus par d'autres que je ne lirai pas. Aux grandes fêtes, Mère faisait la tournée des malheureux. Elle avait 1000 fois entendu « Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez ». La semaine de Pâques sonnait la visite à Madame Rose. On allait vers le vieux quartier, entre deux maisons, à travers une place abandonnée envahie d'orties. Mère devait me tirer par la main. Elle montait la première un escalier de bois qui menait à un taudis humide, aux murs tachés de salpêtre. Madame Rose laissait la porte ouverte. Elle ne sortait plus. Elle s'aérait un peu. Dans la pénombre, on la trouvait assise sur sa chaise, ses jambes énormes débordant de la jupe mauve, poilue, toute marbrée. Tout de suite, l'odeur régnait partout, dans les murs, les tissus. Elle était l'aura de Madame Rose, quelque chose comme une fleur fanée mêlée à la sueur et à la pisse. L'odeur du grand âge abandonné, du corps naufragé, l'odeur des chats en chaleur. Nous faisions comme si de rien n'était. Mère saluait, souriait. Madame Rose était aussi notre prochain. Dieu avait fait Madame Rose à son image. Le corps de Madame Rose ressusciterait au dernier jour. Elle tirait sans cesse une forte langue qu'elle roulait sur ses lèvres, laissant voir une dent unique, rescapée de toute une vie. L'organe obscène, chair rose et grumeleuse, m'épouvantait. Je tirais sur la main de Mère, j'aurais voulu battre en retraite. Madame Rose ne parlait pas comme les vieilles du quartier. Les gens la disaient folle perdue. Je me demandais si elle était là depuis toujours, si elle cesserait un jour d'attendre formidablement dans la pièce, si sa maison était une des portes de l'enfer. Malgré tout, Mère lui parlait comme à chacun. Aujourd'hui, elle avait emmené avec elle son petit ange. Madame Rose bavait un peu dans ma direction. Elle ne devait pas tout comprendre, mais la bienveillance se passait de mots. Mère déposait son paquet sur la table. Comme si elle se régalait, Madame Rose enroulait sa langue pareille à un escargot tiède. Je tirais sur la main de Mère encore une fois. Tout à son rituel, elle ne réagissait pas. Je commençais à m'agiter, je pensais à la suite, à ce qui avait eu lieu l'année précédente. Madame Rose était aussi notre prochain. Dieu avait fait Madame Rose à son image. Le corps de Madame Rose ressusciterait au dernier jour. Maintenant, Mère me poussait dans le dos, les doigts sur les omoplates, là où j'avais des ailes. Plus j'approchais de Madame Rose, plus l'odeur atroce devenait vivante et chaude. Sur sa peau, ça et là, je voyais des bouquets de poils gris. Il fallait alors fermer les yeux et avancer la bouche jusqu'à sa joue. Son souffle rauque s'accélérait. Mère savait que pour rien au monde, je ne dirais une seule parole. Le petit vous souhaite de joyeuses Pâques, Madame Rose. Bien des fidèles déploraient ces messes qui n'en finissaient pas. Ils souhaitaient sortir plus tôt et retrouver sur la table mise leur assiette. Le sermon devait aller droit au but. Il pestait contre les grands atours du verbe, les formules somptueuses et gratuites. Une bonne messe tenait en une grosse demi-heure, mais la dominicale durait à cause de la chorale et des parcours d'encensoir.
Pour patienter, je considérais longuement Madame Vanier. Très grande, toujours dressée sur des talons interminables, les jambes gainées de nylon sombre, elle portait visage hâlé, des yeux faits au charbon, et aux mains plusieurs pierres taillées. Elle représentait à merveille. La tante murmurait « Voilà Madame Vanier », comme si elle annonçait l'entrée en scène d'une tragédienne. Avec son mari, il tenait commerce d'appareils ménagers. Il vivait au-dessus du magasin, dans l'appartement récemment rafraîchi. Madame Vanier ne se montrait pas à la messe sans un incroyable manteau de fourrure, avec pattes d'hermine en pendentif. Dans cette autre peau, elle m'évoquait quelques bêtes, une sorte d'ours femelle, royale et dangereuse. Je lui rendais un culte secret, tandis que le prêtre répétait ses formules. Son mari l'accompagnait, mais cet homme me semblait aussi peu indispensable auprès d'elle, et tout le corps de Madame Vanier le lui faisait sentir, que le mal de certaines araignées. D'où venait le trouble suscité par l'impeccable paroissienne? Chargée d'effluves et de secrets, tous les dimanches sur la scène réglée de l'église, au bras du mari que la loi lui avait donné, elle portait haut ses attributs comme une tenancière de bar ou une putain sacrée. Des années, des décennies passèrent. J'avais quitté le lieu où, dans ses hautes œuvres, Madame Vanier se laissait voir. Certes, elle connaissait une vie profane, servait au magasin, négociait des appareils électriques. Parfois, on la voyait en ville, en discussion sur le trottoir, un sac de légumes à la main. Je fermais les yeux sur ces incidents. Seule m'importait l'idole ambiguë de mes 12 ans. Soudain ressurgissait la fourrure de Madame Vanier tout en turbanée d'une haute coiffe noire, hérissée de Sixtus, et surtout ses talons définitifs, profanant victorieusement les dalles du sanctuaire. On aurait cru sentir flotter son parfum dans l'air. Je flânais dans la rue sous leurs fenêtres. Sans doute lisait-elle dans l'appartement, étendue sur le canapé du salon, mais je ne l'imaginais pas autrement qu'avec ses vêtements de scène, fourrure et coiffe montée, les bas imprégnés de sueur sur ses cuisses. À travers les années, son maquillage se renforçait, dissimulait avec soin les traces de l'âge. Sa nature toute rehaussée d'artifice, Madame Vanier désormais s'était transformée en un chantier permanent. Les fonds de teint, les faux ongles en griffes, la gaine toujours plus serrée à mesure que les chairs s'affaissaient, devaient maintenir la statue et prolonger les effets de sa noire beauté. Combat de chaque jour, à coups de teinture capillaire, crème régénérante, masque du visage, on la voyait moins souvent à la messe. Maintenant, d'après mes calculs, Madame Vanier était une femme âgée. Les insectes butineurs avaient élu d'autres plantes. Au magasin du couple entraient moins de clients, on n'y exhibait plus les appareils dernier cri qui avaient fait leur fortune. La ville s'était agrandie, ceinturée de dizaines de stations d'essence. Dans les anciens vergers, des supermarchés monumentaux sortaient de terre. Quel supplice désormais de marcher devant ces vitrines délaissées, souillées de mots que j'aurais voulu chasser, mots insidieux, persistants comme des mouches, proclamant le lent naufrage de Madame Vanier et le terme prochain de mon ancien culte. On avait consigne de rassembler les caisses de carottes avant la tombée du jour. Le patron fumait au bord du champ, il attendait près du tracteur pour charger les palettes sur un camion. La brume se déchirait dans les arbres, tout soleil avait disparu depuis longtemps. Nous vivions à l'ombre des falaises et le champ ne dégivrait pas de l'hiver. Il nous disait de faire une pause, de le rejoindre à l'étable sur le tantôt. On n'était pas sûr du moment précis que ces mots désignaient. On trouvait le patron toujours à la même place. C'est lui qui gouvernait le bétail, sûr de gestes et sans parole. L'odeur du lait tiède se mêlait à celle de la paille, de l'urine, dans une transe de pistons actionnant la machine à traire. À nous, la tâche de nourrir les veaux d'un lait sucré en poudre, vanillé. Ils tétaient à la bouteille, puis au bidon, et à la fin aspiraient nos doigts de leur langue rêche. On les attachait courts pour qu'ils ne mangent ni paille ni foin. Ainsi leur viande resterait blanche, pure, presque sans odeur. Un veau à la chair rouge aurait été perdu pour la vente. Dehors, les jeunes taureaux en stabulation libre, eux, aspiraient vite la force des plantes. Ils gonflaient en sang noir et odeur lourde, sueur, sel et déjection. Les forces s'accumulaient, se préparaient dans la nuit de leurs reins.
Le fils du patron nous traitait comme des camarades. Il payait les bières à la pause, ne cherchait pas la distance ou la hauteur. Peut-être était-il esseulé dans ce rôle d'élu précoce pour le domaine du père. Il avait l'air de rechigner à ce qui allait lui tomber dessus. Requérir son corps, les granges et hangars, le calendrier des semaisons, le coulage du lait chaque soir de sa vie, sans exception. Au bar où l'on passait en vitesse avant les tables, il parlait crûment. Les autres écoutaient, n'osaient pas. Il aimait nommer les corps, et à ce jeu il était sans détour. Quand le veau ne se présentait pas de manière convenable, il mettait tout son bras nu dans la vache. C'est lui qui vidait dans la gueule de la bête toute une bouteille d'eau-de-vie après un vélage douloureux. Il parlait des filles de cette façon, comme des bêtes, sans faire de différence, très naturellement. Une de ses cousines venait soigner les veaux. Il décrivait son nez légèrement retroussé, ses joues rondes, ses formes en devenir, se vantait d'en disposer. Il parlait d'elle comme d'un cochon jeune. Le soir, nous restions seuls avec cette image qu'il avait plantée en nous, la fille au visage de cochon jeune. De son corps semblait maintenant émaner une odeur salée, une saveur suine, et dans ses bottes cachait-elle non des pieds humains, mais des sabots roses, encore tendres. De l'apprenti, plus âgé, il disait connaître la chatte. Elle était suceuse, sans doute lesbiche, un mot qu'il avait en quelque sorte inventé. On ne le savait pas, mais on comprenait. Elle se donnait dans la grange, selon lui, souvent. Mais on niait vaguement, nous, parce qu'elle ne regardait personne, rentrant chez sa mère invariablement à 5 heures, nous ignorant tous tant que nous étions, suant terreux affalés sur la remorque du tracteur, et déjà, elle s'éloignait de sa démarche royale, unique, ses hanches bougeant comme une barque. On savait qu'elle était inaccessible, trop tôt promise ou simplement interdite aux ramasseurs de légumes. Il ne restait que les images ou les mots. Ceux du fils désigné me donnaient le malaise. La nuit, je rêvais d'un séisme. Nous vivions dans une zone à risque. La terre vibrait tout entière d'un son rauque très bas, comme si l'épicentre devait en être ma poitrine. Un barrage hydroélectrique barrait le ciel au fond de la vallée. L'immense mur avait englouti des forêts, des repères de bêtes et toutes les tristes inscriptions des bergers sur les rocs. Il éclatait soudain, ce verrou, cessant de capter les eaux et leurs énergies, il les distribuait vers les villages de plaine. Au passage, les vagues renversaient les autos, brisaient les bâtiments, projetant les passants comme dans un jeu de quilles. L'apprenti et moi restions seuls au milieu des bâtisses éventrées, comateux, surnuméraires, mais libres de nos gestes et désormais sans nul être dressé entre nous. Malgré le poil jeune encore sur mes avant-bras, la chair pâle et dépourvue d'odeur, elle me regardait alors comme un homme, comme une bête, pour la première fois. Tout dernier texte. On ne pouvait plus se baigner dans la rivière depuis les fuites à l'usine. Sur toute la berge, ça sentait une odeur de gaz et à certains endroits, le poisson mort. La municipalité avait interdit la pêche sur tout le tronçon. Malgré tout, Tin et Sarah passaient leur temps sur la digue. Là, aucun adulte ne venait les déranger. Elles s'y donnaient rendez-vous après les cours. Pour les retrouver, il suffisait de quitter le village par la route sud, longer les terrains de sport, puis la maigre forêt, et une sorte de mur apparaissait alors, barrant une bonne moitié du ciel. Par 2 fois, la digue n'avait pu résister aux eaux. Une vague avait submergé les protections et l'armée dégagea les blocs de granit sur toute la chaussée défoncée. Contre la digue, de grands pins sauvages avaient poussé. Les vélos adossés à un tronc, on prenait sur quelques mètres une sorte de sente marquée par les passages. Une fois sur le bord, la rumeur de la rivière couvrait tout. Le roulement de l'eau sur les pierres saturait l'espace et nous isolait brutalement, comme si d'une chambre calme on était sorti dans le vacarme de la rue. Tournés vers l'eau, Tin et Sarah s'appuyaient contre les pins. Un escalier fait de blocs permettait la descente dans le lit de la rivière. Nos grands-mères venaient jadis y faire lessive ou rincer les outils. L'eau glacée moussait de cendres, elle s'agitait entre femmes dans des cris et des rires. Le lieu avait été animé, propice. Maintenant, il n'y avait plus personne pour emprunter l'escalier. Leurs paroles une fois disséminées, seule l'eau claquait sur les pierres. Installés vers les arbres, on pouvait discuter à voix haute sans risque d'être entendu de la route.
Tin et Sarah riaient des événements de la semaine, faisaient mine de héler les garçons qui passaient à toute vitesse sur leur vélomoteur. Toujours en habit noir, très maquillées, les yeux soulignés au charbon, elles allumaient des cigarettes. Le soir, je les repérais de loin aux braises rougeoyantes qui palpitaient derrière les branches, comme celles des sentinelles dans les anciennes guerres. Je n'étais pas inclus dans leur rire. À distance, j'observais, quantité négligeable ou compagnie par défaut. Parfois, j'emmenais le chien avec moi, cela facilitait la discussion. Elle posait des questions sur la bête, j'expliquais sa nourriture, la boîte écrasée avec des légumes ou des restes, l'avidité du chien, soudaine, agressive. Sans l'animal, on n'aurait su que se dire. À quelques pas se trouvait un énorme hêtre, l'arbre aux amoureux, tout scarifié d'initiales et de cœurs traversés. Avec la croissance du tronc, la carapace de l'arbre se distendait, et les noms des élus très lentement éclataient en lettres éparses, amours démembrés, dispersés dans toutes les directions, comme des galaxies. D'autres garçons passaient à vélomoteur. Un grand, déjà très formé, velu, portait un blouson de cuir et des bottes. Il amenait des bières. Tin et Sarah l'admiraient, puis un autre jour s'en moquaient. Mais elle n'était pas indemne de sa présence. Un autre garçon possédait un baladeur, il leur mettait la musique sur les oreilles, et je voyais dans leurs yeux le roulement de l'eau s'arrêter net, vaincu par une romance. Elles en étaient captives. Je regardais Tin, la grande, à la dérobée, ses bottes de velours à franges, sa veste de jean un peu tachée. Ma voix haut perchée n'avait pas encore atteint le bas du ventre. Pour ma vergogne, le chanoine devant toute la classe me surnommait la cantatrice. Le silence constituait un indéniable avantage. Les deux filles disaient parfois des mots crus. Elles défiaient les garçons avec leurs appels troubles, faisaient mine de se donner, puis se moquaient de ceux qui les prenaient au mot. Malgré les atours de la séduction, le jeu restait fermé. Je pensais à leur mère, fatiguée, nerveuse, grasse déjà. Je croyais deviner tout ce que formidablement Tin et Sarah devaient s'interdire, tout en se donnant l'air de nous l'accorder. Une nuit, je rêvais que Tin elle-même était le pont. Elle reliait les deux berges par un arc très souple, mais une crue l'avait déplacé, lui arrachant au passage les bras. Son corps ne pouvait plus couvrir la rivière, il gisait en partie noyé, et le rêve parlait d'elle comme d'une forteresse abandonnée. Tin ne m'accordait aucune attention. J'en profitais pour observer les cambrures de sa main quand elle secouait la cendre du mégot, les mouvements de sa bouche pendant le rire. Je mesurais le bombé de ses cuisses sous le jean, la finesse de ses attaches aux chevilles. Dans les bottes, j'imaginais les pieds tendres, intacts, les ongles peints à l'identique de ses mains. Je pensais à tout le cachet de son corps, à tout ce que j'ignorais, à ce qu'elle-même ne connaissait peut-être pas encore. Quand elle avait tressé ses cheveux, les muscles de sa nuque formaient un rail double, nerveux. J'envisageais cette échine douce comme celle des poulains que j'avais déjà montées. Des musiques qu'elles écoutaient, les noms m'échappaient et Tin méprisait un peu cette ignorance. J'étais dans les jupes encore, arriérés, les vêtements indécis, tout bardouflés de campagne. Tin avait rencontré un homme du nom de Monsieur Chose. Il apparaissait chaque jour près des tombes. Selon elle, il savait le passé et l'avenir. J'avais bien de la famille au cimetière. Trop. J'y allais souvent pour les fleurs, les arrosages. Aussi, je désirais parler à Monsieur Chose. Tin me promettait toujours de m'y conduire, entre chien et loup, à l'heure où on le pouvait voir. Mais elle repoussait le rendez-vous sous un prétexte quelconque. Un autre garçon l'avait accompagné à la rencontre du vieil homme. Lui aussi me donnait les mêmes détails sur son chapeau, sa voix. Il était visible dans un arbre seulement. Pour lui parler, sans éveiller les soupçons des veuves à l'arrosage, Tin disait qu'il fallait lever lentement les yeux. Mais d'abord se munir d'une carte à jouer, un as de pique. C'était le code pour entrer en contact. J'avais tout de suite volé la carte chez grand-père. Jamais l'occasion ne s'est présentée. Tin s'est mise à fréquenter un type de la ville voisine. Il l'emmenait dans sa voiture, un bolide rouge au fuselage peint de flammes. Sarah ne vint plus guère, les garçons oublièrent ce lieu, la protection de la digue n'avait plus de sens, et chacun est allé faire l'adulte dans des emplois, des appartements.
On a rasé récemment les arbres et abattu la muraille. La rivière va retrouver son lit primordial, serpenter à nouveau dans la forêt, accueillir les oiseaux chassés depuis longtemps. Tin a quitté le village pour épouser un routier. Il lui a donné 2 fils, 2 grandes asperges, toujours collées à elle. Au supermarché de la ville, je la rencontre quelquefois avec les enfants, mais elle fait mine de n'avoir jamais connu la digue. Je voudrais commencer par une question à Jérôme Mézot, puisque c'est lui qui a imaginé cette soirée sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme de ces 2 écrivains que vous avez souhaité réunir avec vous. Et évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est on vous a donné carte blanche, vous avez pensé Marie-Hélène Lafont, Pierre Bergogneau. Alors depuis combien de temps ce commerce avec la lecture, avec l'écriture de ces 2 écrivains, depuis combien de temps vous entretenez donc cette liaison? Bon, c'était un petit peu mon rêve de les inviter parce que c'est des écrivains que je lisais depuis longtemps et que j'admire beaucoup. Je les ai rencontrés, on se connaît, on a fait connaissance. Mais c'était aussi, surtout à travers les livres. Enfin, il y a une sorte de fraternité que j'ai ressentie pour eux et c'est des écrivains qui comptent énormément pour moi. Donc quand on m'a proposé une carte blanche, je voulais pas inviter des collègues suisses parce que je vis avec eux toute l'année et on fait des lectures avec d'autres Suisses. Mais là, c'était l'occasion d'inviter des gens qui sont de l'autre côté de la frontière pour moi, puisque j'écris en français, mais je suis pas français, donc il y a quand même une frontière entre nous, et ça a des conséquences. Hein. Et c'était aussi une manière de les connaître un petit peu mieux. Il me semblait qu'on partage beaucoup de choses, je crois. Ça s'est senti peut-être dans les textes, on va en parler. Ce que j'ai ressenti, premièrement, c'est l'humour. C'est à quoi peut-être on ne penserait pas d'emblée. Et ça m'a vraiment sauté aux oreilles en écoutant Marie-Hélène Lafont, en écoutant Pierre Bergogneau et vous, alors que quand j'ai lu vos livres, je sentais bien qu'il y avait cette teinte comme ça un peu humoristique, mais là, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Alors que on a affaire à un univers qui est un univers de séparation, d'arrachement, d'écart. Voilà. J'aimerais peut-être vous poser cette question-là de l'écart. Écart au sens des pays, que ce soit le bourg, la campagne ou la petite ville de province qui sont à l'écart, qui sont dans les marges. Écart aussi qu'il faut faire pour passer de ce monde à un autre, et écart aussi, pas seulement géographique ou social, mais écart aussi de l'âge, c'est-à-dire l'écart qui sépare toute enfance ou adolescence du monde des adultes. Alors, voilà. Et écart aussi, si je ne me trompe pas, c'est un mot qu'on utilise pour parler de la carte dont on se défait quand on joue aux cartes. Et alors, non, je ne veux pas commencer par Pierre Bergogneau, mais parce que c'est une question d'étymologie, mais écart, en italien, se dit scarto, et scarto, c'est aussi rebut. On verra ça plus tard. Voilà. Alors, cette question de l'écart, Marie-Hélène Lafont, peut-être. Deux choses peut-être très vite, c'est que en fait,
À la lecture à voix haute, l'humour, en effet, qu'il y a dans les textes que Jérôme a lus ou dans l'article Fellini de 30 mots, alors qu'on ne penserait pas forcément a priori, en effet, à nous assigner tous trois à la case humour, me semble-t-il. En fait, je crois que cette dimension-là, elle apparaît davantage à l'oral. En tout cas, moi, je me suis aperçue qu'elle était dans mes textes pour la première fois en lisant. Et en entendant un public réagir à un passage que moi je trouvais parfaitement austère, du plus austère de mes livres. Et il y a 10 ans. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui se soulève et qui se lève entre les mots du texte dans le corps à corps de la lecture partagée dans un espace clos avec un public. Presque à votre insu. Alors, dans un premier temps, à mon insu. Mais ensuite, je me suis aperçue que, en fait, c'était indispensable, probablement, cette dimension-là est indispensable, en ce qui me concerne en tout cas, à ce qui fait l'objet de votre question, justement, c'est-à-dire à la distance, à la prise de distance constitutive de l'acte d'écriture. Vous avez parlé d'arrachement. En ce qui me concerne, dans tous mes livres, et il me semble qu'il en va de même selon des modalités très différentes, mais dans les livres de Pierre Bergogneau ou de Jérôme Mézot, l'arrachement est constitutif de l'acte d'écrire. L'un ne va pas sans l'autre. Et évidemment, il ne m'échappe pas, mais il échappe encore moins, à mon avis, à Jérôme Mézot et à Pierre Bergogneau, que cette prise de distance, ou que cet arrachement, ou que ce départ, cette partance, on appelle ça comme on veut, ont une dimension politique, sociologique, etc. Avec laquelle, qui me reste à moi, en tout cas dans le travail d'écriture, très opaque. Avec laquelle je suis dans un travail de mise au jour. C'est comme si j'exhumais des choses dont je ne sais pas parler savamment. Je ne sais que les exhumer à force de mots pour les incarner sur la page. Je ne sais que ça. Donc je passe la parole à ces messieurs. Jérôme Mézot. Bon, peut-être dans ce livre, il y a vraiment un projet de travailler sur l'humour. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que parfois, c'est quand on lit avec la réaction du public et tout à coup cette symbiose qui se forme avec le public qu'on découvre des dimensions du texte qu'on ignorait. Et je le sens parfois en faisant des lectures. Mais là, il y avait un projet d'humour. C'est pas un livre d'humour, mais de laisser filtrer de l'humour dans certains textes aussi pour contrebalancer peut-être la tendance, en parlant d'un monde perdu ou laissé derrière soi, la tendance à en parler de manière mélancolique. Et je pense que la meilleure antidote à la mélancolie dans la tonalité du texte, c'est une sorte d'humour. Après, je ne saurais pas comment le qualifier, mais c'est vrai que le livre commence par une citation de Zouk, l'humoriste bien connu. Et donc, voilà, c'est ce ton-là que j'aime bien, c'est de l'humour un peu cruel, quoi. Voilà. La dimension de la mélancolie, elle est tout de même là. Oui. Parce que je crois que dans les premières pages, vous parlez de cette tristesse qui vous implique et comme un vin abandonné qui fermente. Pierre Bergogneau, vous prenez comme vous voulez, ou l'écart, ou l'humour, ou les deux. On va les traiter ensemble. Je vais citer une phrase difficile d'un Parisien, il s'appelait Lacan. Alors c'est dans la préface d'un recueil d'articles qu'il avait donné à la presse, mon Dieu, en 1966, à l'automne. Alors j'avais des copains qui avaient acheté ça, je l'ai ouvert, j'ai regardé, et à un moment donné, c'est à la première page, il dit « Le style, c'est l'homme ». Bon, je dis oui.
Ouais. Et je voyais pas tellement l'avancée que ça pouvait représenter sur une idée que j'avais à ce sujet. Et puis il reprend et il dit cette formule là de Buffon, est-ce que nous la ferons nôtre à la rallonger l'homme à qui l'on s'adresse? Là, j'ai compris que quelque chose qui jusqu'alors m'avait échappé et que pourtant, confusément, je sentais, venait de m'être livré, comme l'a dit ma petite voisine, noir sur blanc sur le papier. C'est de l'autre que nous recevons notre message sous sa forme inversée. Et la distance que nous trouvons, tous les trois, je crois, mais d'autres le font également, la distance que nous croyons dans l'obligation de prendre vis-à-vis de ce que nous disons tient à ce que nous savons que ce que nous disons et par suite sommes fait déjà l'objet d'une appréciation dénigrante qui nous oblige en quelque sorte à ne pas adhérer étroitement à cet être de nous-mêmes avec lequel nous ne pouvons pas ne pas faire corps, mais à marquer un certain recul, un écart, parce que nous devons, en quelque sorte, intérioriser cette prénotion à laquelle nous nous heurtons, qui nous préexiste et avec laquelle il nous faut compter. Alors pour parler concrètement, bon, nous avons en commun, même si Jérôme habite de l'autre côté de la frontière, de venir de régions écartées, qui, jusqu'à une époque relativement récente, sont restées ensevelies dans le silence. Elles n'avaient pas voix au chapitre, on n'écrivait pas. Les populations de la périphérie, des marges, n'avaient pas accès au texte. Le texte suppose, enfin, en gros, soit un surplus, soit la confiscation du surplus des régions périphériques. Pardonnez-moi ce langage un peu brutal. Les spécialistes de la plume, du pinceau, de la caméra, tout ce qu'on voudra, doivent pouvoir disposer d'un loisir qui est financé par le surproduit. Le style est une forme de surproduit. Et puis un certain nombre d'événements, de bouleversements sont produits depuis une génération et demie, 2 générations, qui ont permis à des gens de régions muettes de dire à peu près ce qu'il en était de l'expérience qu'ils avaient faite et qui était restée sans écho dans l'ordre de l'écrit, de l'imprimé, voire des femmes. Très peu de femmes ont jamais écrit, et en principe, lorsque elles avaient le loisir de le faire, elles se trouvaient amenées à parler de choses assez insignifiantes. Je pense à des esprits aussi étincelants que celui de Mrs. Woolf ou de Colette, notre compatriote Colette. On parle de quoi? De la flore décorative du jardin, des animaux domestiques, des loisirs, la pêche au carlet en baie de Somme, pendant que leurs époux, eux, s'occupent de choses sérieuses. Leonard Woolf était le secrétaire aux affaires étrangères du Parti travailliste. Le mari de Colette était responsable des affaires politiques au Liban. Voilà. Donc c'est une révolution parce que, d'une certaine façon, ceux qui étaient restés depuis l'invention de l'écriture à peu près aux mains et de la caste dominante et à l'intérieur de cette caste aux mains des hommes, a commencé de migrer par l'effet de la généralisation de l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur. Ma petite voisine est agrégée de grammaire. Bon, c'était un truc d'homme. Je prends un Caillois est agrégé de grammaire, par exemple. Ouais. Donc il s'est produit de profonds bouleversements liés sans doute à la demande d'une qualification du travail. Et on voit donc paraître, par exemple, un titre intitulé « Les pays ». Oui, mais elle en sort, mais elle peut le dire. Ou « séisme ». Voilà. C'est comme ça que je vois cet humour. On est obligé de prendre une certaine distance vis-à-vis de ce que l'on est, parce qu'on sait de toute éternité que cette identité est stigmatisée et que ce serait une simplicité qui ne pardonne pas que de lui adhérer étroitement. Il y aurait une double distance à prendre pour les femmes. D'ailleurs, il me semble avoir lu dans le volume 3 des carnets de mon voisin cette phrase « Les femmes sont des Corésiens ». Ah oui. Après tout ce que vous l'avez dit, écrit. Il ne doit pas y avoir de pire insulte. Mais au contraire, j'avais le micro, justement, je voulais le garder. C'était une astuce.
des maîtres romains pour... je voulais le garder pour poser une question à Marie-Hélène Lafont par rapport à, justement, au fait de partir. Le début de votre livre, Les pays, au début, il est question d'un voyage. Alors, d'un voyage bref, juste de quelques jours, mais ce voyage, vous en parlez, enfin, le narrateur en parle au conditionnel, comme si partir, eh bien, c'était juste une hypothèse, et peut-être même pas une hypothèse facilement réalisable, parce qu'il suffit qu'un peu de neige s'y mette, cette neige carrée qui bloque tout, et j'étais très, très sensible à cette utilisation du conditionnel pour, comme un conatus, on dit en latin, un élan pour partir. Oui, à cette phrase, on resterait parti 4 jours, qui est la première phrase des pays. Et c'est tout d'abord une tournure qui me vient de ceux qui ne sont pas partis, justement. Et ça n'est évidemment pas un hasard, pour le coup, si, en toute opacité, je la pose là, au seuil du livre. Et évidemment, il s'agit de dire qu'on ne part pas. Évidemment. D'abord 4 jours, de toute façon. Et on ne part que pour aller vers le soi-même, c'est-à-dire qu'on part pour aller au salon d'agriculture. Et en même temps, c'est le on. Et ce on est divisé déjà. De toute façon, ce on est divisé en vertu de ce qui est dit dans le passage que j'ai lu tout à l'heure. C'est-à-dire que ce père qui emmène ses enfants à Paris, le fils et la fille, lui ne part pas, lui va du même au même, mais il sait que ses enfants partiront. Et pour ses enfants, pour cette adolescente et son frère, c'est déjà une première poussée vers l'ailleurs, que de s'être transporté, en train avec les cochonnailles et le sénectaire dans le sac, et de s'être transporté, d'être revenu, c'est déjà quelque chose d'incommensurable. Et cette tournure-là, dont encore une fois je suis redevable à ceux dont je parle et à ceux qui sont les miens, cette tournure-là dit ça, en effet. Et je vois que vous l'avez bien entendu. Et juste avant de poser une question à Jérôme Mézot, vous disiez, oui, et on part, quand on part, c'est pour aller vers le même, c'est-à-dire on part parce qu'il y a, et au début vous ne dites même pas le salon de l'agriculture, vous dites le salon, oui. Parce qu'il est évident qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et en même temps, ça va être un moment paradoxal pour le père parce qu'il va se rendre compte qu'il ne connaît pas toutes les vaches. Donc, qu'il ne connaît pas toutes les races. Voilà. Et le monde est quand même pernicieux. Oui. De même que, quand ils approchent de la porte de Gentilly, ils ne voient pas de porte. Donc, il n'y a pas de correspondance entre les mots et les choses. Et de même que Claire, d'une certaine façon, commence des études de lettres classiques parce qu'elle pense qu'il faut commencer par le commencement et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire commencer par le latin et le grec. Donc, elle est bien en cela la fille de son père, qu'elle reste jusqu'au bout. Nous avons eu, Jérôme et moi, débat à ce sujet. Et Jérôme Mézot, ce départ n'est pratiquement pas amorcé, abordé dans séisme. C'est-à-dire que l'ailleurs, c'est plutôt, il vient dans le bourg, mais ou alors ça m'a échappé. Mais non, c'est vrai, il s'invite par la télévision, oui, par la radio. C'est l'extérieur qui vient. Par des voitures avec des plaques. C'est l'extérieur qui pénètre dans la communauté étrangère.
pour moi, ce rapport au partir, à l'ailleurs, ou le fait que le lieu de départ soit devenu un ailleurs, moi, je fais une sorte d'expérience, pour moi, qui se rapproche de l'ethnologie, mais d'une ethnologie alors très très peu scientifique. Mais enfin, c'est-à-dire que j'ai fini par adopter un regard d'ethnologue sur un lieu dans lequel j'étais un acteur d'abord. Donc, j'ai le sentiment de pouvoir conserver en partie les deux positions, c'est-à-dire que j'ai des instruments pour décrire des choses, comme une stratégie matrimoniale ou une règle de parenté. Puis en même temps, mais là je dois me plonger dans mon souvenir, je me souviens de ce que j'ai pensé et ressenti comme acteur quand j'étais dans la même situation et quand je ne savais pas expliquer ce que j'étais en train de faire. Donc c'est une double position qui est pas très facile, pas toujours facile à tenir, et en même temps dans les textes, je fais en sorte que la dimension ethnologique soit pas explicitée, que tout soit dans l'action et qu'on n'explique jamais ce qui se passe. Et j'évite aussi d'employer le jeu. Il y en a quelques-uns dans le texte, mais ils sont minimaux. C'est plutôt le nous, c'est plutôt le on. C'est-à-dire, j'essaie de parler dans la communauté qui était celle dans laquelle j'ai fait ces expériences. Et Pierre Bergogneau, ce monde qui est ailleurs, qui est un ailleurs, et qui pénètre dans ces marges, dans ces régions pour lesquelles vous trouvez des adjectifs souvent effrayants. Cet ailleurs, il arrive, par exemple, pour vous, dans votre cas, sous la forme d'une modernité qui vous prend de court, qui vous surprend, et qui va vous demander de courir à marche forcée pour rattraper. Une sorte d'aggiornamento. Ça c'est Berlinguer. Voilà. C'est secrétaire du Parti communiste italien. C'est exact. Dans les années 70. 70. Oui, voilà. Oui. Les diverses régions sont comme autant de moments de l'histoire qui auraient cristallisé dans les choses et dans les esprits. Donc on vivait à peu près sous l'Ancien Régime. Par endroits, c'était presque des temps mérovingiens. On parlait une langue étrangère, on parlait des dialectes, dès qu'on s'écartait des limites de l'agglomération. Eh bien, c'était la langue occitane qui servait dans les rapports qu'on avait les uns avec les autres. Que vous dire, j'ai vu travailler les bœufs, j'ai vu des hommes parler aux bêtes. Je pense être le dernier homme à avoir vu des hommes parler aux bêtes. 2 bœufs de 800 kilos, 2 brutes de 800 kilos, obéissant à la voix du gringalet de 60 kilos qui était accroché derrière le Brabant et qui allait à gauche, à droite. Voilà. Aujourd'hui, on parle des automates. Il y avait au mode de Paris, alors regardez ça. Bon, j'ai vu des gens en sabots, des chaussures en bois. La monnaie n'avait pas cours, le ménage paysan autarcique tenait encore le pays. Et puis, ça va être le milieu des années 60, on a vu arriver plein de choses. Des mini-jupes et des bottines blanches courage. Une musique bizarre qui sortait des postes à transistors, on tournait le bouton, on avait tout de suite le son, alors qu'avant, avec les vieux postes à lampe, on patientait un bon moment avant qu'ils ne daignent commencer à émettre des sons ou de la musique. Et surtout, l'important n'est pas là. L'important est que nous avions accès, par la vertu de l'école gratuite, laïque et obligatoire, à la culture graphique, lettrée. Mais que les livres dont on disposait, qui étaient rarement les bons, renvoyaient toujours à des choses dont nous n'avions aucune expérience. Tandis que de façon symétrique et inverse, ce que nous avions expérimenté ne trouvait jamais de reflet, d'écho dans l'espace sacralisé qui se trouve compris entre les plats de couverture des ouvrages imprimés. Voilà. Donc on s'est dit, ça suffit. Nous avons la prétention de comprendre quelque chose à ce qui se passe, nous arrive de mettre la main sur notre sens au lieu de l'abandonner à des tiers qui portent toujours sur nous des regards dénigrants. Les Parisiens, par exemple. L'écolier limousin, c'est le Pantagruel, chapitre 6, qui s'expose à toutes sortes de ridicules, bien sûr. C'est facile.
Et voilà, on a tendu une main à la fois tremblante et criminelle vers le crayon et le papier, parce que on n'avait pas de livre qui nous aurait dit, eh bien voilà, quel vous êtes. C'est un secret que je vais vous livrer. Quand j'étais jeune, enfin, entre 12, 13, 15 ans, je cherchais au rayonnage de la bibliothèque municipale le texte composé par un de mes petits compatriotes, vif ou mort, qui m'aurait dit, ben voilà de quoi il retourne. Tels sont le prix, le poids, la valeur des choses qui te sont allouées, de celui auquel ton sort se trouve rivé, quel que soit le prix ou le poids de la chose. Mais je ne l'ai pas trouvé, il était resté dans l'encrier. Donc je me suis dit, ben, il faut y aller. Voilà ce qu'on fait, ma petite voisine et notre voisin bête. Alors, justement, vous disiez, Marie-Hélène Lafont, que quand il s'est agi de choisir des études, c'était les langues anciennes, les langues mortes, le latin, le grec. Et là, c'est comme pour l'humour, ça ne colle pas forcément avec l'idée qu'on se fait d'une jeune fille qui vient de la campagne. Et on pourrait se dire, bon, on va faire des études de... CAP de coiffeuse. Oui, non, mais... Ou infirmière. Mais non, mais là, c'est le latin, le grec, des langues mortes, venant sans doute d'un pays où on parle en partie le patois, parce que dans la première partie du livre, par exemple, il y a des tournures que moi, je n'avais jamais entendues. Alors, je ne sais pas si c'est du patois ou pas, mais en tout cas, ce sont des tournures qu'on ne retrouve plus après, lorsque le livre avance et Claire grandit et passe d'un statut à l'autre, disons, social. Et le patois, j'ai trouvé des phrases, par exemple, lorsqu'il a attrapé ses 7 ans, ou quelque chose. Alors, voilà, ce choix des langues mortes et de ce qu'il y a de plus, peut-être de plus impressionnant dans la culture. Alors, je crois que j'ai employé l'adjectif opaque tout à l'heure pour décrire la façon dont j'en use. Et je pense que le rapport aux langues mortes, pour moi, mais pas seulement pour moi, enfin pour les camarades qui étudiaient comme moi le latin dans l'institution religieuse dans laquelle j'ai fait mes humanités jusqu'au baccalauréat à Saint-Flour, celle qui étudiait le latin, c'était une époque où étaient assignés au latin les meilleurs élèves, on va dire, voilà. Et je ne me souviens pas d'avoir vraiment choisi. Et je ne me souviens pas non plus d'avoir eu conscience que le latin était le socle tangible et sensible du patois qui, pour les gens de ma génération, dans la sphère géographique qui est la mienne, parce que je crois que les situations peuvent être très différentes selon les sphères géographiques, mais pour les gens de ma génération, était déjà quelque chose du passé. C'est-à-dire que c'était la génération, même pas la génération de mes parents, mais celle de mes grands-parents, qui le parlaient constamment entre eux. Mes parents ne le parlaient entre eux que quand ils voulaient ne pas être compris, par exemple. Et moi, je ne l'ai jamais parlé. Mais j'en comprends un certain nombre de mots. Et en effet, la langue que j'écris est travaillée par des tournures dont l'énergie, dont la singularité, dont le grain à la fois très imagé et un peu rugueux vient de là. Mais je ne m'en suis aperçue que de façon très tardive et très secondaire. Et de la même façon, il m'a fallu être partie du Cantal pour me rendre compte que les mots de patois, donc, et moi je ne disais pas le dialecte, je disais le patois. Les mots de patois que je connaissais, enfin certains mots de patois que je connaissais étaient liés de façon extrêmement directe et très très organique et évidente à la langue latine que j'apprenais. Il a fallu que je sois partie et que je sois sur les bancs de la Sorbonne pour me rendre compte, en vertu de ce que nous avons dit tout à l'heure concernant, au début de notre entretien, la distance et le nécessaire arrachement. Donc c'est très
il n'y a pas de programme, hein, voilà. Au départ, quand je commence à apprendre le latin. En revanche, quand je choisis d'apprendre le grec, là, il y en a un. Parce que le latin et le grec, je sais que ça va ensemble. Et à Saint-Flour, dans les années 70, on ne pouvait pas apprendre le grec. Il n'était pas enseigné. Donc, je l'apprends à marche forcée à l'université. Et là, en effet, je deviens davantage consciente de quelque chose. Et aussi, évidemment, d'une sorte de singularité sociale. Hein. C'est-à-dire que il y a une expression qui me vient de mon père et qui vient à mon père de sa mère et qui, je pense, est une expression qui doit avoir qui doit être assise sur du patois, qui est « c'est pas du rôti pour elle » ou « c'est pas du rôti pour toi ». Hein, voilà, quand on s'approprie quelque chose à quoi on n'avait pas vraiment droit. Voilà, quand on prend possession. Voilà. Et au fond, le latin et le grec, ça serait ça. Pas vraiment du rôti pour nous. Voilà. Et encore une fois, tout ça ne s'est fait qu'en se faisant. Et pas du tout d'une façon politiquement consciente, par exemple, en ce qui me concerne. Je suis au regret de le dire. Je ne sais pas si Pierre Bergogneau va vous pardonner. C'est déjà pardonné. Jérôme Maison. Alors, deux choses. L'une par rapport au patois, parce que dans votre livre d'un séisme, vous faites allusion à plusieurs reprises au patois, notamment dans un final très drôle où il est question de la mort du chanoine. Il y a ce mot bardouflé. Et puis bardouflé que vous avez prononcé tout à l'heure. C'est magnifique, bardouflé. Ouais. Bardouflé de campagne. De campagne, ouais. Ça doit être un mot de dialecte ou c'est un mot du français régional, j'ai pas. Alors, plusieurs fois, je glisse parfois un terme de patois dans les livres. Dans chaque livre, il y en a un, mais un petit peu par amusement, par contraste, pour faire un effet de contraste. Pour moi, c'est vrai que très tôt, l'expérience, découvrir qu'il y avait une sorte de langue sous la langue qui avait été parlée juste avant, qui n'était plus parlée, dont j'avais plus que des bribes parce qu'on entendait encore voilà, ma mère ou ma grand-mère dire une phrase, mais qu'on ne comprenait pas très bien, ou seulement un mot par-ci par-là. C'est une expérience qui m'avait fasciné. Et dans les Alpes, il y a encore quelques villages, dans les Alpes valaisannes, il y a encore quelques villages dont les enfants sont de langue maternelle, parlent le dialecte comme langue maternelle et apprennent le français à l'école. Il y a encore un ou deux qui sont étudiés par les linguistes. Et une fois, je le savais, donc là, encore une fois, il y a le fait de le savoir et après, il y a le fait de l'éprouver. Et une fois que je rentrais de montagne, je me suis arrêté dans une boulangerie dans un de ces villages et il y avait un gamin qui parlait à la boulangère dans un patois parfaitement fluide et j'ai pas compris un seul mot. Et évidemment, c'était la langue qu'on avait toujours parlé avant, que ma mère avait parlé quand elle était petite, et je n'en comprenais plus un seul mot. Donc là, j'ai eu un choc, quand même. Non pas que j'avais aucune nostalgie pour cette langue ou quoi que ce soit. Moi, je viens d'un monde où on ne le parlait pas. Mais tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une couche qui avait précédé et qui devait laisser certaines traces. Alors, par exemple, dans des expressions, dans des manières de construire les phrases. Et je me suis dit que... Enfin, c'est ça, au fond, c'est ce qui m'a donné l'envie de faire des textes, c'est-à-dire de faire du français quelque chose qui soit travaillé sourdement par autre chose. Et d'autres écrivains l'avaient fait, moi je l'ai découvert aussi à ce moment-là, je me suis renseigné. Moi, quand j'utilise, pardonnez-moi, ce sera très court, mais quand j'utilise, je me rends compte en écoutant ce que vient de dire Jérôme, quand il m'arrive d'utiliser un mot de patois, c'est parce que c'est le plus précis, c'est le plus juste, et que je vais devoir épuiser les ressources du français pour dire la même chose. J'y pense, vous voyez. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas énormément de mots de patois dans votre livre. Ou alors ils sont, ils sont là parce que par exemple, à un moment donné, vous prononcez, Claire, étudiante, dit à l'une de ses condisciples, elle prononce deux mots de patois que j'ai notés quelque part. Et voilà, essir, etc. Mais ils sont en situation. Oui, voilà. C'est ça. Ce n'est pas le narrateur qui les utilise. Donc, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de mots de patois, mais ce que j'ai remarqué, c'est
comment dire, quelques tournures, et surtout au début, donc dans cette partie où la narratrice, enfin, c'est on, c'est pas elle, et c'est jamais je d'ailleurs. Mais voilà. Alors, une autre chose, c'est, oui, cette question de la légitimité. Voilà, ce n'est pas du rôti pour toi. Et là encore, c'est un écart à combler pour se sentir à sa place. Et je me demande si un jour jamais on peut se sentir à sa place quand on a vécu cette expérience de la conquête. C'est un mot que je n'aime pas, mais voilà. Par exemple, quand vous parlez de la façon dont vous étudiez, vous utilisez d'abord des termes très durs. Enfin, c'est la rumination, c'est absorber, une brute méthodique. Il y a vraiment quelque chose de très résistant, on dirait. Enfin, en tout cas, voilà, qu'il faut forcer. Une mise en tension. Oui. C'est une mise en tension de l'être, une mise en tension de la langue, une mise en tension de la phrase. C'est constitutif et de l'acte de vivre et de l'acte d'écrire. Là, je crois que je vais laisser ces messieurs dire, mais voilà, sur la légitimité, comment Pierre Ben, Est-ce que cette oui. question s'est posée pour vous à un moment donné Je réfléchis. dans votre adolescence ou après, prétendre à tout. J'habitais une sous-préfecture et ma mère était bachelière en 1941, ce qui fait que je n'ai jamais eu de difficultés particulières avec la langue qui avait cours à l'école, l'usage professoral, du langage professoral. En revanche, je me suis senti un intrus lorsque je me suis enhardi à soumettre à un éditeur des proses qui se rapportaient à des lieux nuls, à des vies qui jamais n'avaient fait l'objet d'une expression écrite, consciente, réfléchie, voilà. Mais à l'école, non, parce que j'avais toujours auprès de moi un petit bout de bonne femme aimante, attentive, cultivée relativement, qui m'aidait à me dépêtrer des médiocres difficultés que l'école peut nous opposer. Question. J'ai l'impression, pour moi, c'est une expérience de l'entre-deux, je dirais. C'est un sentiment d'être entre-deux qui subsiste. Et pas tellement la question de la légitimité, elle est présente. Et puis je l'ai retrouvée après, durant mes études. Enfin, certaines choses que j'avais éprouvées, je les ai découvertes, décrites ou redécrites par des sociologues, par exemple par les travaux de Bourdieu, ou par des écrivains, dans les récits de Annie Ernaux, par exemple. Mais ça m'évoquait des choses que j'avais pu éprouver, mais des choses très, très concrètes, des sentiments, par exemple, le sentiment de la honte à certains moments, de porter les habits qui ne conviennent pas à la situation, par exemple. Ça, c'est un souvenir que je peux avoir. Mais sinon, la question de la légitimité n'a pas été trop cruelle, mais c'est plutôt, pour moi, c'est traduit dans une question de l'entre-deux, c'est-à-dire d'être jamais nulle part dans un lieu qui totalement me remplit ou me correspond. Donc d'être toujours entre deux chaises, enfin ces expressions-là, voilà. Oui. c'est ce qui, pour moi, relève de la mise en tension, hein, cet entre-deux. On n'habite pas réellement ni un endroit ni l'autre. Et l'écriture, au fond, le travail d'écriture, en ce qui me concerne, j'en ai
eu conscience dès que j'ai osé me mettre en face et m'y mettre à ce travail et à l'établi. Le travail d'écriture, justement, c'est la façon la plus adéquate que j'ai trouvée d'être dans cet entre-deux, dans la tension la plus féconde qui soit. Il me semble que c'est un entre-deux fécond. Voilà, on n'adhère pas. On n'adhère pas. On ne pourra jamais adhérer. On est séparés, définitivement. Et ce qui sépare le plus, c'est l'écriture. C'est d'entrer en écriture qui sépare le plus. Et ça peut être jubilatoire d'être séparé. Il y a cette phrase dans votre livre, Marielle Lafont. D'ailleurs, ça vient assez tard dans le livre, enfin, disons dans la troisième partie du livre où Claire est déjà cette femme adulte qui enseigne, qui vit à Paris. Et il y a cette phrase, longtemps, Claire avait tu ses enfances, non qu'elle en fût ni honteuse ni orgueilleuse, mais c'était un pays tellement autre et comme échappé du monde qu'elle n'eût pas su le convoquer à coups de mots autour d'une table avec ses amis. On est un peu dans la situation autour d'une table. Je ne prétends pas au titre d'ami, mais même si je le suis de tout cœur, mais n'a pas su convoquer à coups de mots. Donc c'est bien ce que vous avez fait, de le convoquer, ce monde. C'est ce que Claire ne fait pas. C'est ce que Claire ne fait pas. Dans le livre. Oui. C'est peut-être en effet ce que je tente de faire, ce que je tends à faire. Convoquer, vous voyez, je n'ai peut-être pas convoqué le bon mot. J'ai parlé d'incarnation tout à l'heure. En tout cas, donner à voir, donner à entendre, donner à sentir de la façon la plus juste possible, afin justement de ne pas jeter ce monde, ces choses, ces goûts, ces gestes, et tout ce terrain, terreau, territoire, bête, maison, gens, façon de penser, d'être, de dire et de faire, afin de ne pas évidemment le jeter en pâture à la condescendance des lettrés légitimes. Évidemment. Il a bien été question, tout à l'heure, j'ai cru percevoir quelques échos justement de ce regard des Parisiens. Hein. Puis j'ai entendu aussi l'inverse dans la pain-bêche. Hein. Écho inversé. Voilà, donc je me sens toujours en résidence surveillée d'écriture à cet égard, évidemment. Hein. Toujours, parce que voilà, le regard d'en haut, le regard qui surplombe et qui éventuellement s'autoriserait à disséquer, pour le meilleur ou pour le pire, les minces sujets que j'aurais épinglés sur ma page. Ça, c'est un risque. Pierre Bergogneau, 30 mots, dites-vous, 30 mots épuisent la teneur d'une vie, c'est peu, et pourtant c'est préférable, tout compte fait, au vertigineux mystère à quoi elle s'apparentait pour commencer. Souvent, vous avez dit de façon différente ce bloc là aussi d'opacité qu'était le monde au moment de votre adolescence. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est un peu distendu, ce bloc, que l'opacité s'est un peu estompée? Non, pas le moins du monde. Mais ces 30 mots-là, ils vous ont aidé? Oui. On était victime, Jérôme a fait allusion à la posture d'ethnographe qu'il était amené par le cours des choses à contracter vis-à-vis de son propre passé, des siens, de l'univers qu'il avait engendré.
on est, la petite Lafont aussi, on est victime de ce que je crois les ethnologues ou les sociologues appellent l'acculturation. La culture graphique, la culture savante, la culture centrale, la culture urbaine a fini par atteindre les lointains où le sort nous avait placés. Et ce qui alors allait de soi, à savoir une version tout orale et plus ou moins flottante et suffisante pour les besoins pratiques de la vie, a cessé de satisfaire les enfants, les adolescents que nous avons été. On a éprouvé le besoin de porter dans ce registre qui est celui de l'expression exacte, précise, vérifiable, des choses qui, jusqu'alors, étaient abandonnées à l'improvisation, aux approximations. C'est lié, là encore, à ces bouleversements qui ont marqué la deuxième moitié du siècle dernier et à l'ouverture des enseignements secondaires et surtout supérieurs à des populations qui en étaient restées excommuniées depuis toujours. Quelques chiffres. En 1914, il y a 10 000 étudiants. Aujourd'hui, il y en a plus de 2 millions. Quand j'ai passé le bac, on devait être entre 18 et 20%. Aujourd'hui, c'est 80% d'une classe d'âge qui accède au baccalauréat. Tout change, on a changé. Et c'est devenu désormais un besoin qu'une explication approchée. Et il est très vrai qu'on peut la ressentir comme une délivrance. On ne peut plus s'accommoder de ce que des choses, Jérôme l'a dit mieux que je ne saurais faire, que les choses demeurent enveloppées de cette espèce d'ombre ou de mystère qui pouvait convenir à des gens qui étaient très, très, très occupés par le travail qu'il leur fallait produire. Enfin, je pense aux travaux paysans, aux travaux de force qui accaparaient la plupart de nos prédécesseurs. On avait le temps, on avait du loisir, on avait pris ce pli à l'école d'exiger des choses qu'elles nous disent congrument à laquelle nous sommes. Et c'est à travailler à notre propre délivrance que de porter sur le papier, par écrit, eh bien, ce qui s'est passé, et puisque le passé n'est pas mort, continue de nous mouvoir, de nous monter. Voilà. Alors, juste, je signale pour ceux qui n'ont pas encore lu 30 mots, que le premier mot que vous avez choisi dans cette espèce de répertoire d'abécédaire, c'est le mot abandonné. Il est trop tard depuis toujours. Ça, c'est lapidaire. Et l'affaire était perdue d'avance. Donc, c'est rendre copie blanche à la vie. Presque. C'est que les légions si je puis me permettre cette comparaison, Francesca. Bon, les légions de l'adversité étaient innombrables. On n'avait pas d'exemple de gens qui aient tenté l'aventure devant nous. J'ai cherché, sans le dire à personne, le livre qui me dirait, ben voilà de quoi il est l'auteur, je ne l'ai pas trouvé. Alors, est-ce que ça voulait dire que vieillir ne servirait de rien, puisque des gens qui avaient 50 et 60 ans n'étaient pas autrement avancés qu'on pouvait l'être soi-même à 6 ans ou à 16 ? On se règle sur ceux qui nous précèdent, les adultes. Or, je n'ai pas le sentiment que les adultes soient porteurs de vues, d'éclaircissements qui répondent aux inquiétudes, aux questions. Il me semble pouvoir dire que, en ce qui concerne Jérôme, ou en ce qui me concerne moi, les adultes étaient porteurs d'un désir de nous pousser hors. Je ne sais pas si c'était le cas, était porteur d'un désir de nous pousser hors. Il y a dans les livres de Jérôme, dans Père et Passe, il y a une très belle expression qui est, au sujet des enfants, le père voulait les sortir. Les sortir, c'est ça l'expression. Hein, voilà. Et dans les pays, le père dit à ses filles d'aller chercher ailleurs ce qu'elles ne trouvaient pas chez elles. Donc, y a les adultes ont servi à ça, c'est déjà ça. De ne pas nous assigner à la vie qu'ils avaient eue, parce que, en ce qui concerne le monde paysan, ils sentaient que ça n'était plus viable économiquement, et donc il fallait faire autrement, éventuellement par les études et par l'école, et par l'apprentissage, et par quelque chose qui relèverait de l'élucidation du monde. Mais ça, pour le coup, en effet, il est toujours déjà trop tard.
Oui, parce que quand on vous lit Pierre Bergogneau, adulte, il vous décourageait de les suivre. Donc ça, c'est... Et ce qui n'est pas le cas pour vous, Jérôme. Non, effectivement, je crois qu'on est de la génération de la démocratisation scolaire, même si en Suisse, c'est d'autres chronologies, mais quand même, donc là, clairement, il y avait, de la part de la génération précédente, une invitation à quitter le monde et à faire autre chose. Je pense que l'idéal, c'était les professions universitaires, quelque chose comme ça. Mais moi, ce que j'essaie de faire, notamment dans Séisme, c'est plutôt de rentrer un peu en conflit avec la version locale du monde, qui est la première qui était reçue, et celle que les adultes donnaient, et avec laquelle je me suis senti très tôt en désaccord, mais en désaccord tout à fait intuitif, avant de savoir argumenter. Donc le livre consiste au fond à revenir sous forme d'une fiction sur des argumentations qu'il a fallu en quelque sorte reconstituer. Donc pour moi, c'est comme un livre, c'est comme un supplément qu'on vient apporter à quelque chose qui a déjà été dit. Et dans la vie, il y a beaucoup de verdicts. On reçoit des verdicts, on en forme, on en fait. Et là, le jeune garçon, il se contente pas des verdicts, il veut y ajouter sa phrase en quelque sorte. Donc voilà, pour moi, ça se résume à ça pour le moment, l'activité d'écriture. Et je pense là, dans Séisme, il y a ce moment, ce texte où l'enfant, l'adolescent va chez un copain d'école, le Belge, et là c'est vraiment, alors c'est l'ailleurs social, l'ailleurs aussi géographique, puisqu'il découvre par exemple des tableaux au mur. D'ailleurs, vous signalez aussi que au-dessus de chaque tableau, il y a une petite lumière qui doit être sans doute le système d'alarme. Oui, c'est le système d'alarme. Donc il y a des tableaux, il y a des masques africains, et c'est comme si, dans une même visite, dans cette maison, l'enfant recevait à la fois cet exotisme de l'Afrique, l'ailleurs de l'art, Picasso, Braque, et l'ailleurs d'une caste, enfin d'une société inconnue. C'est beaucoup. Oui, c'est le choc énorme d'une sorte d'ailleurs absolu qui lui arrive presque par inadvertance. Là, en l'occurrence, c'est pénétrer dans la maison de ce Belge et découvrir dans cette maison de quelqu'un qui a fait fortune en Afrique toutes sortes d'œuvres d'art dont il n'a pas idée, et surtout des nus, choses qui n'étaient pas montrées ou qui n'étaient pas vues, et qui là, elles sont peut-être euphémisées par la forme artistique, mais elles sont regardées par l'adolescent vraiment comme des nus. D'ailleurs, la comparaison qui lui vient à l'esprit, c'est les revues un peu les revues pornographiques de ses frères. Absolument. Ouais. Et il y a un autre texte où c'est la même entrée de l'ailleurs, c'est le texte sur un Allemand qui a vécu la guerre et qui raconte la guerre aux enfants du village. Et là, c'est la découverte qu'il y a eu une guerre et que nous n'avons pas eu la guerre. Le texte commence sur Nicolas de Flus, c'est le saint qui aurait protégé la Suisse. Alors, on sait ce qui a protégé la Suisse, mais en tout cas, on avait notre explication, les adultes avaient leur explication. J'étais très frappée, moi, en voyant surgir ces masques, et ensuite en lisant Afrique dans 30 mots, on dirait que, avec ce masque aussi aperçu comme ça dans le capharnaüm d'une cuisine, sur un buffet. Oui, c'était très curieux, en lisant les 3 livres presque en même temps, de voir que tout à coup il y avait ces courts-circuits d'un livre à l'autre. Et alors, encore autre chose, c'est comment la rencontre
avec un autre monde, donc celui de la ville, celui de la modernité, signifie aussi la rencontre avec des corps différents, bien sûr, et comment Claire, par exemple, essaye de se trouver un corps neuf. Et elle le fait en achetant un pantalon rouge. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est le seul moment de coquetterie de tout le livre, en tout cas de coquetterie presque revendiquée, puisqu'elle va... c'est un passage assez long, cette décision d'aller acheter le pantalon rouge. Oui, c'est la mue. Ouais. C'est avec un truisme, c'est avec notre corps que nous sommes au monde. Donc elle passe du corps premier paysan au corps citadin et vaguement frotté de l'être comme on frotte le gigot avec de l'ail. Et donc, voilà, elle est emportée par le mouvement. Elle est emportée au fond. Elle comprend par capillarité que les autres, elle le voit, les autres n'ont pas le même corps, et elle va faire en sorte d'acquérir les apparences qui vont lui permettre d'être dans le nouveau monde. Voilà. Et c'est en ce sens que elle n'est pas dans l'opposition. Elle apprend et elle fait les gestes. Elle se coule. Elle se fait une place. Elle ne fait pas la révolution. Elle ne conteste pas le diktat du monde auquel elle accède. Et il me semble qu'il y a là, pour le coup, quelque chose qui séparerait peut-être, mais une ligne de démarcation sourde, qui passerait entre mes livres, par exemple, et ceux de Jérôme. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé. Voilà, parce que elle va revêtir l'uniforme. Et pourtant, elle apparaîtra aux yeux de son père comme une révolutionnaire. Oui, parce que au fond, sous les gestes et sous l'habit, quelque chose d'ancien, d'archaïque, d'irréductible et de sismique demeure. Sismique au sens volcanique, au sens géologique du terme. Et d'ailleurs, se titule séisme. Voilà, donc au fond, on ne fait les gestes, on ne revêt l'habit que pour rester plus irréductiblement soi, peut-être, ou devenir, pas rester, on ne reste rien, devenir plus irréductiblement soi en dessous. C'est souterrain, il y a beaucoup de souterrain, beaucoup de travail souterrain. Jérôme a dit tout à l'heure une langue travaillée par, voilà, eh bien le corps de Claire est travaillé aussi par les origines, par cette mutation sociale, et surtout, ce qui est essentiel, la langue est travaillée par ces sources autres. Enfin, la langue que je tente d'écrire. Il en va du corps comme de la langue, au fond. C'est pareil. D'ailleurs, la langue passe par le corps dans le travail. En ce qui me concerne, je lis beaucoup à voix haute pour travailler mes textes, donc tout ça, c'est un même élan. Pierre Bergogneau. Je n'ai rien ajouté à ce qu'a dit Marie-Hélène, c'est ça. Vous n'avez pas acheté un pantalon rouge pour vous façonner un corps neuf qui puisse passer plus inaperçu? Mais je ne suis qu'une faible femme. Alors, j'ai deux faibles femmes. Ma mère, et puis une certaine personne dont je ne livrerai pas l'identité, qui se sont successivement occupés de m'acheter mes vêtements, de sorte que, jusqu'y compris à l'âge canonique où vous me voyez, eh bien, j'enfile le pantalon et la chemise ou le pull
qu'on vient de m'acheter. Et je me tourne de côté et d'autre, en faisant des réflexions ironiques, bien sûr, mais qui, quant au fond, témoignent eh bien, de mon infantilisme persistant en la matière et de l'absolu empire que ces dames continuent d'exercer, non pas seulement sur mon cœur, mais sur ma conduite aussi. Donc non, j'ai jamais acheté de pantalon rouge. Vous savez que pour la première fois, en lisant 30 mots, d'ailleurs je ne sais même pas, non, c'est peut-être pas dans 30 mots, parce que je crois que Brive-la-Gaillarde ne doit pas apparaître dans Peut-être 30 pas. mots, peut-être pas, mais enfin, disons, en pensant à cette rencontre de ce soir, Pierre Bergogneau, Brive-la-Gaillarde, et je dis, ironie quand même du sort, la Gaillarde, c'est Gaillard, ça veut dire plein de vie, et vous êtes, et oui, Brive, je ne connais pas l'étymologie de Brive, Bridge. mais et je me disais, mais quelle ironie du sort que Pierre Bergogneau, qui commence ses 30 mots par abandonner, il est toujours trop tard, l'affaire était perdue d'avance, qui dit j'ai grandi dans une anomalie géologique, mon avenir ce serait le passé. Il est né dans une ville qui s'appelle la Gaillarde. Oui. Chère Francesca, Brive, c'est un radical celtique, c'est bridge, le pont. Alors Gaillarde, c'est un emploi un peu spécial, cet adjectif, ça veut dire simplement fortifié, c'est comme Château Gaillard, c'est tout. Bon. Donc oui, donc bon, ça redouble l'effet de clôture. Mais alors voilà, j'avais cru vraiment que c'était une trouvaille de ma part qui vous aurait ce soir peut-être voilà. Je regrette. Mais non. Bon. Vous aviez cru à l'embellie. Et oui. Vous savez, parfois, on habite toute une vie Brive-la-Gaillarde sans se rendre compte que c'est... Mais non, donc c'est juste fortifié. Voilà. Donc c'est encore plus clos, c'est encore... C'est ça, oui. Pas moyen de Non. s'échapper. Et je pense que Jérôme Mézot, avec ses montagnes, enfin j'imagine qu'il va y avoir des montagnes, n'a pas eu plus de chance de s'échapper, si ce n'est par les livres, par l'écriture, par les études, par des voyages intérieurs, littéraires. Bon, les montagnes, ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Moi, j'ai eu très très vite envie de savoir ce qu'il y avait derrière. Je me souviens qu'on me disait, on habite vraiment dans un lieu où on a d'énormes montagnes au-dessus de la tête, donc c'est très pesant. Et je demandais ce qu'il y avait derrière celle-là, et on me disait c'est l'Amérique. Donc c'est quand même assez fascinant. Hein. Je voudrais rappeler l'un des textes qui est assez étrange d'ailleurs dans Séisme, parce que il a une teinte, une couleur un peu d'un imaginaire, presque fantastique. C'est là où il est question d'un, comment s'appelle-t-il, un comptable. Non, ce n'est pas un comptable, c'est un vérificateur des comptes, et qui s'adresse à la population du bourg comme un peu un bonimenteur, en disant, voilà, vous êtes vraiment à l'agonie, l'épicerie a fermé et le pharmacien aussi, mais voilà, je sais où est votre vraie richesse et il faut l'exploiter, et cette richesse, c'est l'ombre. Vous êtes un pays où il y a de l'ombre, vous n'avez qu'à vendre l'ombre au pays du Sud, qui en manque cruellement. Ça doit être un talent helvétique, hein, de parvenir à vendre même l'ombre, hein, à en faire du marketing même sur des matériaux comme cela. Et effectivement, le personnage prétend
que les villes du Sud, par exemple en Sicile, pourraient se sauver avec un peu d'ombre des Alpes conditionnée en litres, par exemple. Et donc ça donne lieu à toute une espèce d'utopie qui développe. Mais tout est relatif parce que vu des hauteurs suisses, Brive-la-Gaillarde, c'est au sud. Plutôt à l'ouest. Je ne sais pas s'il est prévu de donner la parole au public. Je ne sais même pas quel était le temps qui nous était imparti. Peut-être qu'on a dépassé, je ne vois personne. Je vais venir à l'aide pour me dire qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Est-ce que je continue à poser des questions? Parce que moi, j'ai des questions encore pour les uns, pour les autres. Par exemple, le rapport dans votre bibliographie entre les Désemparés, qui était un livre de rencontres de portraits de rencontres avec des marginaux, des clochards, des sans-abri, des parias, etc. Et un livre comme Séisme, où cette humanité-là est très présente dans l'extrait que vous aviez lu tout à l'heure, Rose, qui n'est pas tout à fait ni une clocharde, etc. Mais voilà, c'est... Je vais être bref, parce que c'est peut-être qu'effectivement le public a des questions, on ne veut pas non plus les faire attendre trop, mais en 2 mots, je dirais que Les Désemparés, c'est des portraits beaucoup plus à distance de personnages que j'ai observés, mais purement observés sans forcément leur parler ou les connaître. Tandis qu'effectivement, là, il y a bien des désemparés dans Séisme, mais c'est ceux avec lesquels on était dans une sorte de rapport de charité, qui était d'ailleurs ambigu. Hein, j'essaie de décrire aussi. C'est la distance qui n'est pas la même. Nous, on les voit pas. Y a-t-il des questions dans le public ? S'il n'y a pas de questions, on vous invite à un apéritif dans le hall d'entrée où sont disponibles aussi les livres des auteurs qu'on remercie ce soir pour cette magnifique table ronde. Merci.